Mesdames et messieurs, bienvenue sur CNUS Global News TV en collaboration avec notre chaîne sœur Al Maktoum TV New York. Sur le plateau, votre serviteur est Elhadji Malick Tall. Cela fait quand même quelques semaines que ce programme n'a pas été diffusé pour cause de Ramadan. Donc, nous vous souhaitons tous donc, une bonne fête de Aïd al-Fitr qui a été célébrée il y a quelques jours. Et c'est un plaisir donc de revenir sur ce plateau après quelques semaines de pause. Nous allons donc tout de suite attaquer l'émission de ce soir. Nous allons parler, nous allons revenir sur la situation au Proche-Orient entre Israël et la République islamique d'Iran, avec donc une tension militaire qui a été vécue cette semaine après l'attaque des bâtiments diplomatiques donc, du consulat iranien à Damas par Israël. Donc, Iran a bien sûr mis en exécution des représailles avec des attaques de missiles et de drones sur l'État hébreu. Et bien sûr, Israël a également répliqué. On reviendra donc sur les ramifications de cette situation, ce que ça peut, des conséquences qui peuvent survenir de cette situation, de cette tension au Proche-Orient. Tension qui se passe également en flagrant, qui obscure en quelque sorte le génocide israélien contre les Palestiniens à Gaza, génocide qui continue avec le soutien des Occidentaux, notamment des Américains, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne et de beaucoup d'autres pays européens. Nous reviendrons également sur la situation de l'immigration aux États-Unis. Certes, la tension a baissé à la frontière sud et sud-ouest du pays. Des immigrés demandeurs d'asile qui partaient de partout, d'un peu partout d'Afrique, mais plus précisément des pays de l'Amérique du Sud. Cette situation s'est un peu stompée, mais toujours est-il que on continue de noter beaucoup de demandeurs d'asile qui se présentent à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. On y reviendra, et puis on reviendra également sur un certain nombre de press releases, comme on dit, donc d'informations de l'immigration avec des décisions, des arrêtés qui ont été évidemment mis en place par le secrétaire au Homeland Security aux États-Unis, l'équivalent du ministère de l'Intérieur qui est chargé donc de la politique d'immigration. Et enfin, on va reparler du Sénégal. Évidemment, le Sénégal, l'information reste, et ça s'est passé durant le mois de Ramadan, c'était précisément le 24 mars, une alternance politique, donc l'opposition qui arrive au pouvoir. C'était la fin donc d'un cycle de 12 années de pouvoir du président Macky Sall, donc président sortant. Malheureusement pour eux, leur candidat n'a pas donc été victorieux. C'est l'opposition qui a gagné. Et donc il y a un nouveau pouvoir en place. On reviendra sur ce nouveau pouvoir, sur les promesses électorales et sur également les challenges, les défis auxquels ils sont confrontés. Donc, sur la situation au Proche-Orient, certes, durant les 4 semaines de pause du Ramadan, la situation des Palestiniens et des Palestiniens, plus précisément de ces Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, leur situation, leur misère, leur souffrance, leur douleur n'a pas changé. Donc, l'État hébreu continue de pilonner et d'attaquer les positions civiles. Et donc, c'est aujourd'hui, le nombre de morts officiellement dépasse les 34 000. Certains parlent de 50 000 parce que sous les débris des immeubles rasés à Gaza sont portés disparus des milliers et des milliers, voire même des dizaines de milliers de personnes. Donc, l'État hébreu qui continue ce génocide, génocide, il faut le dire, soutenu par les États-Unis,
armé aussi, et l'État hébreu par les États-Unis, avec même un soutien financier donc, qui est là, et soutenu aussi par beaucoup de pays occidentaux, notamment la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et beaucoup d'autres pays européens. Nonobstant une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a une décision qui est passée au Conseil, les États-Unis s'étaient abstenus, c'était aussi durant le mois de Ramadan, et décision qui aurait en principe dû avoir ce qu'on appelle force de loi. On le sait, toutes les décisions du Conseil de sécurité en force de loi doivent être exécutées. Mais bien que les États-Unis s'étaient abstenus, ils ont également essayé de donner une fausse interprétation de cette résolution en disant que cette résolution n'avait pas force de loi. Alors qu'en droit international, c'est connu que, certes, les décisions de l'Assemblée générale des Nations unies peuvent ne pas avoir ou n'ont pas de force de loi. Mais au niveau du Conseil de sécurité, les résolutions qui passent devraient être exécutées sur le terrain. Donc Israël continue de tuer les civils dans la bande de Gaza. La plupart de ces victimes est constituée d'enfants et de femmes, donc vulnérables. Toutes les infrastructures civiles ont été détruites. C'est des hôpitaux, c'est les installations hydrauliques, c'est tout ce qui est production d'électricité, c'est même les terres arables, tout a été détruit. Donc, Gaza est devenu finalement, si vous voulez, une zone inhabitable. Et aucune vie humaine ne devrait en principe ne pas pouvoir s'y installer ou même s'y épanouir. L'autre phénomène noté et vu et su par tout le monde et dénoncé par les Nations Unies, c'est la famine qui est en train de... donc c'est une sorte d'étau qui se resserre autour de Gaza et de ses habitants. Les enfants, les femmes, les populations civiles souffrent de famine parce que simplement l'aide humanitaire est bloquée par l'État hébreu qui n'arrive pas à franchir pour atteindre donc, les populations qui ont besoin de cette aide humanitaire. Donc on parle d'une situation humanitaire catastrophique au vu et au su de l'opinion publique internationale, mais justement situation aujourd'hui, on connaît les complices, donc c'est les États-Unis, c'est les autres pays européens auxquels je faisais allusion. Alors ce qui a changé, c'est durant donc il y a de cela quelques jours, quand l'État hébreu a décidé d'attaquer les bâtiments diplomatiques de la République islamique d'Iran à Damas. Donc, deux généraux de haut gradé de l'armée iranienne ont été tués dans cette attaque, ainsi que d'autres diplomates. Évidemment, Israël n'a pas reconnu les faits, mais c'est connu et su de tout le monde. C'est la politique de l'État hébreu. Il continue non seulement d'attaquer la Syrie constamment, mais d'attaquer aussi les Iraniens. Ils sont attaqués en Syrie constamment. Et là, il s'agit d'un bâtiment diplomatique. Alors, c'est du jamais vu. On ne se rappelle pas qu'un pays ait délibérément cherché à attaquer des structures diplomatiques et consulaires. Parce que tout simplement, c'est une violation flagrante du droit international, notamment de la Convention de 1968 qui organise les relations consulaires et diplomatiques. Parce qu'attaquer, quand on s'attaque aux installations diplomatiques d'un pays, c'est en quelque sorte, c'est une façon de s'attaquer directement à ce pays. Donc les installations, les bâtiments diplomatiques de l'Iran à Damas, c'est le territoire iranien. Donc c'est en ça que l'État hébreu, notamment son premier ministre Benjamin Netanyahou, n'a pas suffisamment tenu en considération, en tout cas n'a pas bien calculé les conséquences que cela pouvait avoir. Alors l'Iran, qui avait été mis au fait, donc devant les faits accomplis, ne pouvait pas ne pas réagir à cette attaque. C'est ainsi que les Iraniens ont décidé d'aller vers donc, des actions de représailles. Et ces représailles se sont passées quelques jours après l'attaque. Ils ont voulu, les Iraniens certes, se venger, mais ils ont essayé aussi de garder le sens de la mesure. Parce que tout simplement, c'est plus de 300 drones et des missiles de croisière qui ont visé des
des sites militaires. L'Iran a tout fait dans ses représailles pour ne pas s'attaquer directement, comme le fait Israël dans la bande de Gaza, à des civils. Donc c'est des sites, c'est des objectifs militaires qui ont été visés. L'Iran a voulu donc envoyer un message très fort aux États-Unis, aux autres pays, mais surtout à Israël, que l'Iran était en mesure de percer le système de défense anti-aérien pour atteindre des objectifs militaires à l'intérieur de l'État hébreu. Ça ne s'est jamais passé. Depuis 1979, depuis que l'Iran est devenu la République islamique d'Iran, il n'y a jamais eu d'affrontement direct entre Israël et la République islamique d'Iran. Pour la première fois, Israël a été attaqué dans son territoire et une attaque partie d'Iran, parce que tout simplement, Israël aussi a franchi la ligne rouge. Jusqu'ici, c'était une guerre de proxy, soit c'était le Hezbollah ou c'était d'autres éléments en Syrie, ou simplement le Hamas, même dans une certaine mesure. Mais pour la première fois, les Iraniens ont voulu envoyer un message fort à Israël que désormais, l'équation avait changé, il y avait une nouvelle donne. Si l'État hébreu décidait de s'attaquer aux intérêts iraniens ou s'attaquer directement à l'Iran, l'Iran se réserve ce droit également de représailles et d'attaquer directement le territoire israélien à partir de l'Iran. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, certes, l'Iran n'a pas voulu que cette représaille aussi ouvre la voie à une guerre totale entre les deux pays. C'est en ce sens que ces représailles chorégraphiées, annoncées à l'avance, elles l'ont été aux États-Unis, je crois, et beaucoup d'autres pays. En tout cas, l'Iran a voulu viser non seulement des cibles militaires, mais aussi a donné un signal que ces attaques allaient venir, ce qui a permis 72 heures auparavant aux États-Unis, à la Jordanie, à la France, au Royaume-Uni, de s'organiser pour justement participer à cette contre-attaque, à s'organiser pour en quelque sorte déclencher les systèmes de défense pour abattre ces missiles et ces drones qui faisaient donc route vers Israël. Nonobstant, cette coalition entre guillemets qui a été mise donc en branle, certains de ces missiles et de ces drones ont atteint leurs objectifs notamment militaires, plus précisément militaires. Deux bases aériennes ont été donc atteintes par cette représaille iranienne. C'est donc en fin de semaine que, après cette attaque, que l'État hébreu a décidé aussi. Israël ne pouvait pas croiser les bras. Ils ont pensé que, certes, l'équation et la donne avaient changé. Une sorte de nouvelle donne, une attaque iranienne contre l'État hébreu, attaque partie d'Iran. Les Israéliens aussi ont pensé que la logique serait de se venger. C'est en ce sens que le cabinet militaire israélien qui s'est réuni sous l'égide, sous la direction du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a décidé de répliquer. Là également, réplique modérée. Israël a attaqué à l'intérieur de l'Iran, selon donc la presse, une certaine presse iranienne, mais la presse internationale, mais attaque modérée. À l'arrivée, on ne note pas de destruction ou de victimes. Israël a attaqué à l'intérieur, je pense au sud du pays, de l'Iran, au centre ou au sud en tout cas, à Esfahane, donc où se trouvent des bases militaires et des installations nucléaires. Mais aucune de ces bases, aucune de ces installations n'a été touchée. Donc Israël certainement a voulu aussi envoyer le message que lui aussi pouvait s'inscrire dans une sorte d'équilibre de la terreur. Israël a pu certainement percer le système de défense et déployer donc des drones jusqu'à l'intérieur, au centre de l'Iran. Selon le communiqué de l'agence de presse iranienne, le système de défense ou les systèmes de défense antiaériens de l'Iran ont été déclenchés et que des objets volants ont été neutralisés. Là, c'est vraiment, si vous voulez, c'est l'aspect militaire, l'aspect, en tout cas les actions concrètement sur le terrain, comment ça s'est passé.
Mais la lecture qu'on en prend, c'est voilà deux pays qui se sont affrontés jusqu'ici par proxy, par intermédiaire. Ils n'ont jamais directement fait la guerre, mais pour la première fois, la donne a changé. Je crois qu'Israël n'a pas suffisamment tenu en considération que franchir cette ligne rouge qui constitue à s'attaquer au consulat iranien à Damas serait quand même l'attaque de trop. Et l'Iran a pensé nécessaire de réagir. Certains pensent peut-être que l'équilibre ou les équilibres latéraux entre les deux pays étant rétablis, peut-être que la donne sur le terrain va changer. Et d'autres pensent que non. Là, il s'agit simplement de la boîte de Pandore qui est ouverte et que désormais des erreurs de calcul de part et d'autre peuvent déclencher une guerre totale et ouverte entre les deux pays. Toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est quand Israël a décidé qu'ils allaient mettre en place des actions de représailles, les États-Unis ont tout de suite sorti un communiqué pour dire qu'ils ne participeront pas à des actions offensives contre l'Iran. Et là, c'était quand même assez éloquent et assez pertinent, parce que aussi, quoi qu'on dise, certes, Israël est une puissance militaire régionale au Proche-Orient, ou la plus grande puissance militaire, avec même des armes nucléaires, bien qu'officiellement Israël ne le reconnaît pas. Mais l'Iran aussi n'est pas l'Afghanistan, l'Iran n'est pas l'Irak, l'Iran n'est pas la Syrie. L'Iran est une puissance aussi régionale dans cette partie du monde, avec une capacité militaire, un programme de missiles balistiques et de missiles croisières et de production de drones et de systèmes de défense antiaériens assez solides. L'Iran, en collaboration avec la Russie, donc, est en mesure de tenir tête non seulement à Israël, mais aux États-Unis même, en quelque sorte, parce que l'Iran, quand même, reste tout de même une puissance régionale. C'est en ça que donc, beaucoup d'observateurs qui suivent de très près la géopolitique dans le monde sont assez inquiets de l'évolution de la situation. Donc, tout est parti de cette situation au Proche-Orient, l'occupation par Israël de la Palestine, ce génocide contre donc, les Palestiniens de Gaza, ces massacres contre les Palestiniens de la Cisjordanie, Israël qui semble violer le droit international, toutes les lois, et qui est protégé en quelque sorte. J'ai l'habitude de dire dans ce programme que ce sont les États-Unis qui en quelque sorte financent ce génocide israélien, mais c'est les États-Unis aussi qui donnent la couverture diplomatique. Donc les armes aussi, c'est des armes américaines, de fabrication américaine. Les avions qui ont attaqué le consulat iranien à Damas, ces avions sont de fabrication américaine, notamment des F-35. Donc on est toujours, certes la situation n'a pas encore dégénéré totalement, mais on reste dans cet équilibre latéral entre les deux pays, entre l'Iran et Israël. Chacun de ces pays dispose de suffisamment de structures, d'équipements, de puissance militaire pour véritablement créer beaucoup de dégâts. Mais Israël, je crois, a reçu le message que l'Iran n'est pas la Palestine, l'Iran n'est pas l'Irak, l'Iran n'est pas la Syrie. L'Iran est une puissance militaire régionale avec des capacités aussi qui peuvent nuire aux plus grandes puissances militaires, fût-elles les États-Unis ou l'Iran. Donc on continuera à suivre de très près cette situation au Proche-Orient, car certes, la situation elle semble avoir quand même, semble s'être calmée dans les dernières 24 heures, mais toujours est-il que le génocide, lui, continue au Proche-Orient. L'Iran aussi, la tension certes a baissé d'un cran, mais beaucoup d'observateurs restent pessimistes que les causes sous-jacentes de ces tensions entre les deux pays n'ont pas changé et que des erreurs de calcul de part et d'autre pourraient être fatales. Du Proche-Orient, on va parler de l'immigration aux États-Unis.
Durant le Ramadan, il s'est passé une chose assez intéressante, c'est que, je crois que je l'avais dit dans le dernier programme, que le secrétaire au Homeland Security, Alexandra Mayorkas, faisait face donc aux républicains de la Chambre des représentants et du Sénat, mais surtout de la Chambre des représentants qui avait décidé d'entamer contre lui une procédure de destitution, communément appelée ici aux États-Unis impeachment. Et c'était une première qu'aux États-Unis, un membre du cabinet présidentiel allait subir donc une telle procédure. C'était une première, parce que les républicains pensent que le secrétaire au Homeland Security n'a pas rempli les fonctions qui lui sont données, allouées par la Constitution des États-Unis. Donc, il a tourné le dos aux intérêts de ce pays avec la politique qui se passe, la politique de l'immigration, notamment au niveau de la frontière sud-est du pays, où des millions de personnes venues d'un peu partout dans le monde, mais la plupart de l'Amérique centrale, mais aussi de beaucoup de pays africains, sont rentrés aux États-Unis. Les républicains dénonçaient un peu cette politique, ce qu'ils appellent la politique d'immigration de Joe Biden, qu'ils appellent the open border policy. C'est l'expression qu'ils utilisent en anglais, que les frontières sont ouvertes, tout le monde est bienvenu. Évidemment, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça, mais certes, il y a une différence entre le président Biden qui est là aujourd'hui et quand Donald Trump était là, la politique d'immigration était carrément différente. Donc, ils ont entamé la procédure de destitution. Ça a été voté devant la Chambre des représentants. Dès que cette motion est arrivée au Sénat cette semaine, le Sénat a décidé de tout simplement casser cette procédure, pensant que cette procédure ne se justifiait pas du point de vue de la loi ou du point de vue de la Constitution. Mais ce dont il s'agit, c'est que les républicains sont en train d'user d'éléments politiques pour, évidemment, porter préjudice à un membre du cabinet présidentiel, notamment au président Biden. Ça, quand même, c'était un élément important. L'autre élément dont beaucoup font allusion, c'est qu'il y a beaucoup d'immigrés qui pensent qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée pour permettre à ceux qui sont récemment arrivés de pouvoir rejoindre l'armée américaine, de s'inscrire en tant que des conscrits. Donc là également, il n'y a aucune loi, il n'y a aucun élément nouveau. Les conditions établies pour pouvoir rejoindre l'armée américaine, pour pouvoir s'y inscrire, n'ont pas changé. Il faut être âgé de 17 jusqu'à 35 ans. Il y a les conditions médicales, il y a les conditions morales, mais surtout, il faut être de nationalité américaine ou être un résident des États-Unis. Ça, c'est un élément qui n'a pas changé. Il est arrivé à des moments où certains détenteurs de visas avec des programmes spécifiques pouvaient joindre, mais quelqu'un qui a traversé la frontière, qui n'a pas encore vu sa demande d'asile carrément suivre la procédure normale jusqu'à que cette demande ou cette procédure soit terminée et qu'il a eu quand même à se régulariser, cette personne n'est pas dans les dispositions légales légalement établies dans ce pays pour pouvoir rejoindre l'armée américaine. Donc, il n'y a aucune loi qui a été votée au Congrès pour modifier. Donc, c'est très simple. Pour pouvoir rejoindre l'armée, pour pouvoir s'y inscrire en tant que conscrit, il faut être de nationalité américaine ou tout au moins être un résident des États-Unis. Donc, il y a d'autres conditions médicales, conditions liées aussi au niveau de scolarisation. Il faut avoir, ne serait-ce que le niveau du baccalauréat, ce qu'ils appellent la high school diploma, faire des tests, etc. Mais il n'y a pas de loi, aucune loi n'a été votée, il n'y a aucune nouveauté dans ce sens. Donc, ce dont il s'agit de rumeurs qui ne sont pas fondées. Ça également, c'est bien de clarifier. Le dernier élément sur lequel on va clôturer concerne le Sénégal. Effectivement, durant le mois de Ramadan, durant la pause de ce programme, le 24 mars plus précisément,
le Sénégal a voté et il y a eu une alternance politique, une élection libre, une élection présidentielle libre, transparente, qui s'est déroulée sans problème. Le vainqueur a été félicité par les vaincus. Donc, et la transition, c'était un dimanche. Lundi, au plus tard le mardi, toutes les activités économiques ont repris dans le pays. Et le Sénégal, quand même, qui apparaît, qui continue d'être présenté comme une sorte d'exception sur le continent africain, avec une tradition démocratique avérée, assez solide. Maintenant, le nouveau pouvoir est arrivé. C'est un pouvoir quand même dont le programme économique dénommé projet a été donc élaboré sur 274 pages. C'est un programme économique, social, c'est des politiques de souveraineté sur la monnaie, sur la politique sécuritaire, sur la politique agricole. Donc, aujourd'hui que le nouveau pouvoir s'est installé, j'ai l'habitude de dire qu'il y a une certaine réalité aujourd'hui, ce qu'ils appellent le real politique, c'est en tout cas la différence qui peut être notée entre aller en campagne électorale et quand vous gagnez, vous devenez donc là, il y a une autre réalité qui s'installe, c'est la gestion du pouvoir. Donc, le PASTEF est arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, c'est à eux de gérer et cette différenciation entre la campagne électorale et la gestion en tant que telle commence à apparaître de plus en plus. La bonne et simple raison, une mission du nouveau pouvoir était à Washington auprès des bailleurs, notamment auprès du Fonds monétaire international, pour évidemment essayer de sécuriser des financements pour leur politique économique, sociale, agricole, etc. Malheureusement, cette mission est revenue bredouille. Les documents présentés n'ont pas été, si vous voulez, bien accueillis par le Fonds monétaire qui a demandé quand même à ce que le gouvernement revoie sa copie. Donc aujourd'hui, quelles que soient les promesses électorales, la priorité des priorités reste la masse salariale au Sénégal, mais également le service de la dette. Ça, c'est des casse-têtes quand même que n'importe quel président sénégalais est confronté. La masse salariale, elle a ballonné au cours des dernières années. On parle de plus de 150 milliards de francs CFA, parce que l'ancien président a augmenté beaucoup les salaires de beaucoup de catégories de la fonction publique. L'autre élément aussi, qui constitue un casse-tête pour tout pouvoir, notamment le pouvoir qui est arrivé aujourd'hui, ce nouveau pouvoir, c'est le service de la dette. Rien que le service de la dette au Sénégal, aujourd'hui, c'est un peu plus de 250 milliards de francs CFA mensuellement. Donc là, on ne peut pas ne pas payer sa dette, on ne peut pas rentrer dans une option de default. Donc ils sont obligés de continuer à s'inscrire dans le paiement donc, de cette dette, de ce service de la dette, mais aussi la masse salariale. Alors que les taux de recouvrement aujourd'hui sont très bas au Sénégal. C'est pourquoi d'ailleurs il est de plus en plus émis des objectifs dans cette politique économique, ce qui pourrait ressembler à une sorte d'extension de l'assiette fiscale. Là également, c'est des choses qu'on va suivre de près. Donc ce nouveau pouvoir donc, est là. Ils ont nommé un premier ministre issu des rangs donc, du pouvoir, notamment la personne d'Ousmane Sonko, qui n'avait pas pu être candidat, qui avait désigné donc, son poulain Bassirou Diomaye Faye, qui à l'arrivée a été élu, certainement grâce à Ousmane Sonko lui-même, qui reste l'un des hommes politiques les plus populaires dans l'histoire du Sénégal. Le gouvernement a été formé, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises. Donc, il y a des lois, des projets de loi qui ne tarderont pas à être donc, déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le seul problème, l'actuel pouvoir, donc le nouveau pouvoir, n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Alors que la motion de censure existe au Sénégal, il ne peut pas également, le nouveau président, tout de suite dissoudre l'Assemblée nationale. Il est obligé d'attendre dans les 3 prochains mois.
Et certainement, on ira vers des élections anticipées dès qu'ils auront atteint donc la date légale limite pour dissoudre l'Assemblée nationale. Beaucoup pensent qu'ils vont dissoudre l'Assemblée et aller vers des élections anticipées. Donc, nouveau pouvoir au Sénégal, nouvelle donne, nouvelle politique économique souverainiste. Certains ont parlé d'une nouvelle monnaie, c'était dans la campagne, on ne pense pas qu'on va aller vers ça. On avait parlé d'une révision des contrats, là également, on ne pense pas qu'on va aller vers ça parce qu'il y a une nouvelle réalité dans la gestion du pouvoir. Mais ce qu'il faut surveiller de près, je l'ai touché tout à l'heure du doigt, c'est la masse salariale, c'est le service de la dette. Là, quand même, c'est des choses concrètes qui arrivent chaque mois, alors que le taux de recouvrement reste quand même très faible. Et certains parlent aussi de cet assiette fiscal qui sera revu. Donc, on continuera à suivre la situation du Sénégal de très près dans les prochaines semaines, voire prochains jours. On verra donc les actions qui seront posées par le nouveau pouvoir. Les Sénégalais semblent quand même adhérer à ces nouvelles politiques. Il y a un nouvel élan, une nouvelle détermination. Certains, beaucoup ou la plupart, la majorité pensent quand même et optimistes pour des changements. Les changements ne seront pas faciles, mais on continuera à suivre cette situation de très près, cette situation politique au Sénégal. Donc voilà en quelque sorte ce qui a constitué l'essentiel de l'actualité au cours de cette semaine. On reviendra donc chaque semaine, mais vraiment, avant de clôturer, nous vous appelons à essayer de vous abonner sur la chaîne, parce que les abonnements sur la chaîne, les likes, les sharing des vidéos, les partager, c'est ça qui donne quand même un boost à ce programme. Nous sommes sur CNUS Global News TV, mais nous sommes en collaboration avec aussi Al Maktoum TV. Donc, vous allez sur le lien, vous partagez les vidéos, vous vous abonnez. Ça va continuer quand même à booster cette chaîne. Vous voyez au bas de l'écran, là où on a mis subscribe, c'est l'abonnement. Vous vous abonnez, vous partagez la chaîne. Ça va quand même encourager la production. Donc, au niveau de la machine, la coordination technique est assurée par notre ami Charles Tidjandien. Sur le plateau, votre serviteur Lachimalik Tal. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur CNUS Global News TV.